est comédien, metteur en scène, musicien et compositeur. Il est animateur, directeur artistique et gestionnaire culturel. René Cormier touche à tout et fait de tout. Un véritable homme-orchestre. Il est né à Caraquette, au Nouveau-Brunswick, le 7e de 11 enfants. Jeune, il faisait du théâtre, de la musique et du patinage artistique. À l'âge de 17 ans, il part à Montréal étudier la musique. Une dizaine d'années plus tard, il va chercher une formation en théâtre à Paris. En 40 ans de carrière, René Cormier a participé à plus de 120 productions, en théâtre, en musique et en danse. René Cormier aurait pu s'installer à Paris ou à Montréal, mais il a préféré rentrer chez lui, en Acadie. Il vit aujourd'hui à Caraquette avec son conjoint et c'est à Moncton, au Centre culturel Aberdeen, que je le rencontre aujourd'hui. René Cormier, bonjour. Bonjour. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez? Vous savez pas quoi répondre. C'est-à-dire que je sais pas quoi répondre. C'est-à-dire que ça dépend des moments où on me pose la question, en fait, parce que comme je travaille sur différents projets, différents types de projets, bien, évidemment, mes réponses peuvent être différentes, mais c'est vrai que c'est toujours, peut-être le trait d'union de tout ça, c'est le fait que je suis impliqué dans le domaine des arts, bon, plus spécifiquement en musique et en théâtre, mais en fait, ce qui me passionne réellement, c'est la rencontre avec les autres, en fait. Et puis, c'est vrai que les arts, ben, ça me permet de faire ça à travers toutes les fonctions que j'occupe. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire? Quand j'étais petit, je voulais être danseur. Je crois que profondément, j'ai une âme de danseur. Encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je crois que si j'avais eu l'occasion d'être danseur, je pense que c'est ce qui me passionne. Le mouvement, le corps me passionne beaucoup. Donc, évidemment, en même temps, je suis un passionné de la langue française, j'adore la langue française, et en même temps, c'est un petit peu un paradoxe. Je pense que mon mode d'expression le plus naturel, c'est de bouger, tout simplement. Et pourquoi ça n'a pas marché, la danse? Bien, ça n'a pas marché parce que je viens d'un tout petit milieu, puis qu'à l'époque, on était dans un autre siècle, il n'y avait pas de cours de danse chez nous, il fallait faire une distance. Je viens d'une famille nombreuse où on avait déjà beaucoup d'occupations avec ce qu'on faisait, donc ça n'a pas été possible. J'en ai fait plus tard, mais en fait, évidemment, pour mon plaisir. Là. Mais pourtant, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de musique chez vous, beaucoup de théâtre même chez vous. Oui, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre, parce que mes parents, en fait, mon père était un artiste un peu dans l'âme, même si à l'époque, évidemment, on ne faisait pas carrière. C'était quelqu'un qui avait la passion de la musique, la passion du théâtre, la passion de l'Acadie. C'est quelqu'un, et ma mère aussi d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, et je le réalise aujourd'hui avec mon parcours, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué profondément mes aspirations, en fait, et ma vie, en fait. Et bon, on se questionne toujours tous par rapport à nos origines, par rapport à ce que nos parents nous ont légué. Là, moi, je suis en plein dedans en ce moment, à réaliser, en fait, tout ce que mon père a pu me léguer. Vous avez une sœur qui est arrivée chez vous avec un piano. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça a un peu été un moment charnière, puisque mes parents, qui avaient des âmes assez généreuses, parce que, bon, je suis issu d'une famille de 10 enfants, ma mère a même perdu quelques enfants en plus, donc ça veut dire qu'on était une famille nombreuse. Et mon père, qui est devenu travailleur social à la dernière période de sa vie, était aussi très, très, très soucieux, en fait, du bien-être des gens autour de lui. Donc, mes parents ont adopté une fille qui est arrivée à l'âge de 13 ans chez nous avec un piano. Et j'avais, moi, 5 ans, puis c'était cette étrange machine qui est entrée dans la maison, mais en fait, qui est devenue vraiment mon plus grand ami, parce qu'en fait, le piano est devenu l'espace où je me retrouvais à tous les moments du jour, où, à la fois pour célébrer, à la fois pour fêter, à la fois pour exprimer mes moments joyeux comme mes tristesses. En fait, c'est vraiment devenu mon mode d'expression pendant des années. C'était le centre vraiment là, de ma vie. Là. Vous avez étudié la musique, finalement. Oui. C'était à l'UQAM, à Montréal. Oui. Qu'est-ce que cette formation en musique vous a permis de faire? Cette formation-là classique m'a donné, je crois, des outils sur le plan de la rigueur, sur le plan de la concentration, parce que je suis quelqu'un naturellement d'assez gourmand, donc je vais dans toutes les directions. Alors, d'être assis à un piano pendant 8 heures par jour, à répéter seul dans son studio, ça nous amène dans un espace intime assez important,
où on apprend, en fait, à canaliser à la fois son énergie débordante, à la fois son désir d'exprimer quelque chose, de vouloir être aimé, de tout ça se mélange. Hein? Donc, ça m'a apporté ça vraiment profondément et ça m'a permis d'aller à la rencontre des autres, c'est-à-dire à faire de la musique avec plein de gens, donc à être dans cet esprit familial et collectif que j'ai vécu chez moi pendant toute mon enfance. Le seul défi, c'est qu'un jour, j'ai eu envie de me lever, parce qu'au piano, on ne parle pas. Et j'ai réalisé que j'avais très envie de parler, de raconter aussi. Vous avez fait une tournée avec Edith Butler, je pense, très jeune. Hein? En fait, j'ai travaillé avec Edith pendant 2 ans et demi. Ça a été ça aussi un moment charnière dans ma vie, puisque ça a été le début de ma vraie vie professionnelle. En fait, j'étais à l'époque aux études à l'Université du Québec à Montréal et Edith, un jour, m'a téléphoné parce qu'elle cherchait un pianiste. Acadien, en particulier? Ben, pas forcément. Ça tombait bien? Ça tombait bien, en fait. Et puis, j'avais peut-être 19 ans à l'époque. Et puis, je suis devenu son pianiste pendant 2 ans et demi. Puis c'est vrai qu'avec elle, j'ai appris beaucoup de choses de la vie professionnelle, puisqu'elle était elle-même, évidemment, un peu au pic de sa carrière. Elle était à un moment... Donc, on a fait des tournées en Europe, et j'ai travaillé avec des musiciens professionnels vraiment importants, et j'ai compris aussi ce que ça voulait dire faire de la scène. Donc, Edith, qui est une femme de scène, est formidable. Bien, j'ai beaucoup appris d'elle. Avant même d'avoir fait des études en théâtre, j'ai beaucoup appris juste à la côtoyer, puis à la voir agir avec le public. Est-ce que c'est ça qui vous a donné, justement, la piqûre du théâtre? Parce qu'à un moment donné, vous êtes allé chercher une formation en théâtre. Oui, bien, je l'avais. En fait, la piqûre du théâtre, ça avait toujours fait partie de ma vie, puisque, étant jeune, je faisais du théâtre chez nous aussi. Le Théâtre populaire d'Acadie est arrivé chez nous en 73, et très vite, moi, j'ai été impliqué, mais évidemment, j'étais impliqué un peu comme artiste amateur en théâtre. J'ai fait un jour un spectacle avec Viola Légère qui s'appelait L'Alambic. Et ce jour-là, je disais à Viola, j'ai envie du théâtre. Mais elle me dit, il faut que tu ailles te former. Puis elle m'a suggéré d'aller à l'école Jacques Lecoq à Paris, où elle était allée elle-même. Et donc, c'est comme ça que mon envie, à la fois d'aller vivre en Europe, parce que j'avais vraiment envie de traverser l'océan et d'aller vivre ailleurs, et en même temps, mon désir de faire du théâtre s'est canalisé là, à ce moment-là. Ouais. Et bon, vous êtes quand même resté quelques années à Paris, en Europe. Est-ce que vous aviez le goût d'y rester? Oui. Oui, en fait, c'est fou, hein, parce qu'on vit un peu un choc culturel. Hein, puis je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ça. En fait, Donc, moi, j'étais convaincu que je ne reviendrais plus, en fait. Hein. J'étais rendu d'ailleurs plus parisien que tous les Parisiens. Vous m'auriez rencontré à cette époque-là, vous n'auriez pas reconnu mon accent. Parce qu'en fait, j'étais complètement baigné dans la culture française. Et puisque je faisais une école internationale, c'était fascinant parce qu'on avait l'opportunité d'aller vraiment travailler partout. Donc, pour moi, pourquoi pas aller travailler en Suède ou aller travailler, rester en France ou aller en Espagne. Il y avait toutes ces opportunités-là à l'époque qui s'ouvraient à moi. Puis j'avais la conviction que, dans le fond, j'avais pas grand-chose à faire en Acadie à l'époque. Mais là, vous avez décidé de rentrer. La vie m'a ramené. Ouais. La vie m'a ramené ici, en fait. Puis, en fait, c'est fou parce que c'est un peu le sens qu'on donne aux actions qu'on fait. Hein. Moi, je me disais, tant qu'à m'impliquer, tant qu'à faire quelque chose. Pour moi, c'est fou parce que le théâtre, à cette époque-là, ça n'avait pas de sens pour moi si je le faisais à l'extérieur de l'Acadie. Et quand vous êtes rentré ici, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bien, en fait, quand je suis arrivé ici, paradoxalement, la vie m'a amené ailleurs parce que je suis devenu animateur à la télévision de Radio-Canada pendant plusieurs années. Pendant cette période-là, j'ai eu l'occasion de m'impliquer beaucoup dans les organisations. Donc, j'étais à l'origine de la création du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et d'autres organisations comme l'Association acadienne des artistes professionnels. Donc, ça m'a permis, puisque j'avais ce travail à Radio-Canada qui me passionnait aussi, j'avais l'occasion de participer à la création de beaucoup d'organismes. Puis, c'était un moment assez foisonnant à ce moment-là de création. Donc, j'ai fait ça avant de, évidemment, prendre la direction du Théâtre populaire d'Acadie un jour de janvier 93, je crois. René Cormier, comment vous décririez le public acadien? Est-ce qu'il est différent des autres publics? Je ne sais pas s'il est différent, mais en tout cas, il est curieux. Ça, c'est clair que le public acadien, de façon générale, je crois, aime les activités culturelles, puis il est assez curieux de découvrir. En même temps, c'est comme partout, c'est-à-dire qu'on aime aussi avoir ces zones confortables où on se retrouve dans des formes d'art plus familières, je dirais. Mais l'enjeu du public acadien, je pense que c'est plus l'accessibilité à toutes les formes d'art. En fait, c'est pour ça que ce travail terrain est si important. C'est parce qu'il faut donner accès. Hein? On apprend à découvrir, à goûter dans la mesure où on a accès aux mets. Ben, c'est la même chose pour les arts, en fait. Et donc, on a beaucoup accès à la musique, accès au théâtre aussi, mais il faut avoir accès à toutes les formes d'art. Et je pense que c'est ce que moi je souhaite, en tout cas pour le public acadien.
René Cormier, vous auriez pu vivre en Europe, mais vous avez choisi l'Acadie. En fait, vous vivez aujourd'hui dans votre village natal. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'Acadie? Qu'est-ce que c'est pour vous d'être Acadien? En fait, c'est une grande question parce que je crois qu'on a tous je dirais, on a tous quelque chose qui nous porte à l'intérieur et puis qui guide notre vie de façon consciente ou inconsciente. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir été pris en otage par l'Acadie, en fait. L'Acadie, pour moi, ça donne un sens à ce que je fais, en fait, si je peux. Donc, être acadien, c'est sûr que c'est faire partie de cette culture-là qui est aussi diversifiée, plus diversifiée qu'on l'imagine, en fait. Hein. L'Acadie, je pense qu'on l'a résumé longtemps à cette question de peuple qui a été déporté, mais je pense que l'Acadie actuelle, elle est foisonnante et elle est de plus en plus diversifiée. En fait, se disent acadiens des francophones qui participent au développement de la société acadienne. Donc, c'est à la fois l'Acadie un espace politique, bien sûr, mais c'est en même temps une identité culturelle. On sort à peine du Congrès mondial acadien, on le voit à quel point les gens adhèrent à un ensemble de valeurs. Et puis, comme on est très inclusif, c'est vrai que pour nous, qui se dit acadien devient acadien. Hein? Je veux dire, c'est un peu notre prétention, les Acadiens. Hein? Vous allez en assimiler. Hermine et Gilles de Chiasson, dans une pièce que j'ai jouée de lui, il faisait dire au personnage principal, il y a 1 milliard d'Acadiens en Chine. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont Acadiens. Donc, voilà. Alors, c'est ça un peu l'Acadie aussi, c'est vrai. Parlons un peu de théâtre et de ce théâtre acadien. Oui. Quel genre de théâtre est-ce qu'on fait ici? En fait, il y a un théâtre ici, il s'est fait ben, un peu comme je dirais un peu partout dans la francophonie. Il y a à la fois eu un théâtre très identitaire au départ, très ancré sur la question de l'identité et qui évidemment s'est développé et puis qui a évolué aussi. Alors aujourd'hui, en 2014, le théâtre qui se fait en Acadie, comme celui qui se fait, je dirais, ailleurs dans la francophonie canadienne, c'est un théâtre où les préoccupations qui sont amenées sur scène sont des préoccupations parfois très individuelles, très intimes, des questions sur l'être humain, sur sa place dans le monde, sur la relation à l'autre. Et c'est pas forcément un théâtre qui est ancré dans l'identité acadienne avec une langue. La langue aussi qui est parlée sur scène aujourd'hui, elle est très diversifiée. Et notre défi, c'est justement de s'assurer que toute cette diversité-là, autant au niveau théâtral que l'autre, elle apparaisse dans toute sa diversité. En fait, qu'on réduise pas le théâtre acadien à une chose unique qui est un théâtre très identitaire. Hein? Est-ce que c'est difficile de faire ça, par contre? Bien, c'est-à-dire que c'est difficile, je crois, de s'assurer que ce théâtre-là, que cette prise de parole-là puisse rayonner partout, et pas seulement ici. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est de l'extérieur et qu'on regarde l'Acadie, on s'intéresse souvent à ce qui est le plus exotique. Donc, on va s'intéresser parfois à ce qui est plus proche d'une identité historique avec une langue, alors qu'aujourd'hui, cette expression-là a besoin de rayonner, puisque ce regard-là que les artistes posent sur le monde, elle part d'ici de l'Acadie, mais elle s'élargit aujourd'hui. Hein? Donc, alors, c'est ça à la fois, je dirais, le défi et en même temps la richesse. Vous avez dirigé, c'est l'Association des théâtres francophones du Canada. Oui. Et une des premières choses que vous avez fait en arrivant là, c'était de changer le nom de l'organisation. Oui. Oui. Vous l'avez changé à quoi et pour quelle raison? En fait, on l'a changé parce qu'à l'époque, ça s'appelait l'Association des théâtres francophones hors Québec. Alors, se définir par ce qu'on n'est pas, je pense que c'est le pire des États. Hein? C'est de dire, tu sais, je suis pas ceci, je suis pas cela, mais qu'est-ce que je suis? Donc, l'idée que nous sommes des théâtres, les théâtres c'est des théâtres francophones du Canada. Maintenant, que les théâtres québécois ne prétendent pas être des théâtres francophones du Canada, ce n'est pas le problème des théâtres francophones du Canada. C'est le problème des théâtres québécois, en fait. Donc, nous, on s'est doté de ce nouveau nom, l'Association des théâtres francophones du Canada. C'est vrai que quand on est en Europe, quand on est ailleurs, quand cette association-là se balade, ben, la question se pose. Est-ce que vous incluez les théâtres du Québec et pourquoi vous ne les incluez pas? Alors, pourquoi vous dites que vous êtes vous représentez les théâtres francophones du Canada? C'est toute la complexité de la francophonie canadienne à l'extérieur et à l'intérieur du Québec. Mais je pense que c'est un moment important d'affirmation de qui nous sommes. On n'est pas un sous-produit
du Québec ou de la France, les francophones du Canada et les Acadiens. On a notre propre identité. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup en musique, notamment, mais on le voit aussi au théâtre. Ces jeunes artistes qui disent, nous, on chante avec cette langue-là, de cette manière-là, et on n'a pas de complexe par rapport à ça. C'est notre mode d'expression. Donc, on n'essaie pas de s'inscrire de façon un peu artificielle dans une industrie, par exemple, ou dans un courant artistique qui ne nous ressemble pas. Et ça se voit de plus en plus à plein de niveaux. Je trouve que même au niveau du cinéma, on voit de plus en plus des œuvres, je trouve, qui s'affirment par des artistes qui n'ont pas peur de leur identité locale. Mais si on s'affirme de cette façon-là, est-ce qu'on se limite en tant qu'artiste et en tant que notre vie d'artiste et de nos possibilités d'artiste? Dans le sens, qu'est-ce que vous dites au jeune Acadien qui, lui, veut faire carrière à Montréal? Bien, faire carrière à Montréal, aujourd'hui, je pense que ça fait partie de la réalité de tout le monde que de circuler. Et moi, je le vis quotidiennement dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je suis en contact avec les artistes, je ne sais jamais où ils sont. En fait, sont-ils à Montréal? Sont-ils en Acadie? Sont-ils au Mexique? Sont-ils au Brésil? Les jeunes artistes voyagent beaucoup. Et reconnaître que Montréal est un centre francophone important, que c'est une métropole pour les francophones du Canada aussi, je pense que ça, il n'y a aucun problème à ça. Et je pense que cette idée, notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de reconnaître cette circulation-là constante. Moi, je crois que les artistes sont des êtres libres, qui sont justement libres, puis qui sont libres parce qu'ils osent se déplacer, ils osent prendre la parole. Donc, on ne se limite pas. Pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'on se limite. Et au contraire, les grandes œuvres, vous savez, ont été créées souvent à partir d'ancrages très, 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 très local, très individuel, très intime. Donc, quand on recherche trop l'universel au départ, en fait, il nous échappe. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes limité en restant ici? Auriez-vous voulu faire carrière au Québec? Non. En fait, moi, je trouve que d'abord, je me sens extrêmement privilégié d'avoir un ancrage en Acadie. Mais en fait, c'est assez... je pense que mon parcours ressemble à celui de beaucoup. Je suis bien ancré en Acadie, mais je travaille énormément à l'extérieur, en fait. Hein? Je travaille à Ottawa, je travaille dans différents milieux et je côtoie ce milieu artistique francophone à travers le pays, puis au niveau international un peu. En fait, je trouve que je suis immensément privilégié de pouvoir habiter au bord de la mer, à regarder tous les jours la mer si j'en ai envie, et de pouvoir m'ancrer, pouvoir être près de ma famille, de mes amis, de mes amours, et de pouvoir en même temps circuler à travers la francophonie et travailler et rencontrer les gens. Je trouve que c'est une posture formidable. Et je me sens pas à l'écart du monde aujourd'hui parce que j'habite une petite ville de 5000 personnes. Au contraire. René Cormier, vous faites tellement de choses. Est-ce que vous avez des temps libres? Oui. Oui. En fait, mes temps libres, moi, je les passe. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est souper avec des amis. En fait, vraiment, je passe beaucoup de temps quand j'ai des moments de libre, c'est toujours des occasions privilégiées pour être avec des amis, refaire le monde autour d'un bon repas. Donc, je fais ça, puis je fais aussi beaucoup même pas mal d'exercices. Je fais beaucoup j'aime bouger, hein, donc le sport, le jogging, le patin à voile lié. Cuisine, oui, il y a beaucoup, oui, c'est ça. Quand on est gourmand, tu sais, pourquoi? Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes bon cuisinier? Est-ce que c'est vous qui faites la cuisine? Non, c'est pas moi qui fais la cuisine. En fait, c'est pas moi qui fais la cuisine pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais en fait, je suis par contre un excellent dégustateur. Alors, j'aime beaucoup la cuisine et j'apprécie beaucoup la cuisine et qu'on fait. Alors, je suis très heureux. René Cormier, vous êtes impliqué en ce moment dans la stratégie globale pour l'intégration des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick. C'est long comme titre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, ça veut dire c'est toutes sortes de stratégies qui émanent, en fait, d'un grand projet sociétal qui a débuté dans les années 2005 à peu près, avec des États généraux sur les arts et la culture. C'est-à-dire, c'est cette prise de conscience qu'a fait la société acadienne du Nouveau-Brunswick qu'il fallait mieux intégrer les arts et la culture dans le développement durable de toutes les communautés, dans le fond. Et on a un grand enjeu en Acadie, c'est celui de nos territoires locaux et régionaux, c'est-à-dire de faire en sorte que
hors Moncton, hors Grand Centre, que dans toutes les régions où l'Acadie est présente, en fait, que cette Acadie-là puisse s'épanouir. Alors concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas que les artistes et les gens du secteur culturel qui s'occupent de culture. La culture, c'est l'affaire de tous. C'est comme la santé, c'est comme l'éducation. La culture, c'est un service public, c'est un bien public. Et en fait, on peut tous contribuer à la culture. C'est comment on peut donner un meilleur accès aux citoyens, aux arts, mais à sa propre expression aussi. Hein? On sait que on a une richesse. On dit chez nous que une de nos plus grandes richesses naturelles, c'est pas le gaz de schiste, c'est notre créativité, notre capacité d'innover. Et donc, on croit profondément, et c'est pour ça qu'on est actif dans cette question-là. On croit profondément qu'en aidant les communautés et les citoyens dans les communautés à avoir accès aux arts et à la culture, à pouvoir à la fois en pratiquer, s'exprimer et en même temps découvrir les œuvres des artistes, on pense que ça contribue au développement global. Comment les municipalités réagissent à ça? Parce qu'ils doivent être les premiers à dire, bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps de faire ça. Mais vous savez, toute cette démarche-là, quand on l'a menée dès le départ, on a exclu la question financière. On a dit, essayons d'imaginer comment on peut construire ensemble quelque chose, laissant de côté l'enjeu financier. Parce que c'est vrai que du moment qu'on demande de l'argent, du moment qu'on se dit c'est faisable, si on n'a plus d'argent, ben je veux dire, on n'a plus rien à se dire. Là. Alors, signez-moi un chèque, puis là, on va faire ce qu'on a à faire. Alors que si on exclut cette question-là, on dit, OK, comment ça m'a rêvé et imaginer, à partir de ce qu'on a, la reconnaissance des richesses, d'une part, culturelles qu'on a déjà, de les reconnaître, de les renforcer, bien ça ne prend pas toujours des sous pour faire ça. Alors, les municipalités sont de plus en plus partie prenante de cette démarche-là, reconnaissent qu'elles ont besoin de citoyens créatifs pour renforcer, pour se développer. Et donc, dans ce sens-là, on mène une démarche, je crois, qui est de plus en plus stimulante, à la fois pour le milieu culturel que pour les autres milieux dans le milieu municipal. J'ai l'impression, je vous entends parler, puis je me dis, bon, vous êtes en train de contourner complètement le gouvernement provincial. Est-ce que c'est ça l'idée derrière ça? C'est l'histoire de l'Acadie, ça. On a toujours travaillé avec et à l'extérieur de... Parce que, en fait, hein, c'est le grand défi, et à la fois, c'est la grande richesse de cette Acadie qui n'est pas ancrée politiquement dans un territoire délimité comme au Québec. Dans notre dialogue avec les municipalités, reste qu'on est continuellement en dialogue avec la province, parce que vous savez, le gouvernement provincial actuellement réalise aussi de plus en plus l'importance de travailler avec les francophones et les Acadiens, l'importance de reconnaître l'identité acadienne et de faire en sorte que la contribution des Acadiens serve le développement de la province. Et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, sans se péter les bretelles, je dirais quand même que le milieu culturel de l'Acadie du Nouveau-Brunswick est vraiment agi en ce moment comme un réel leader dans le développement culturel de l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Justement, qu'est-ce que les anglophones pensent de tout ça? Les anglophones, on les a invités à notre table, en fait, les anglophones. Puis, il y a de plus en plus de collaborations qui se font. Ce que les anglophones ont réalisé, d'une part, et les francophones aussi, hein. Je pense que ce que vit le Nouveau-Brunswick, c'est comme un mini-Canada. Hein. Il y a autant de défis pour les francophones à bien connaître les anglophones que l'inverse. On a toujours, j'ai cru moi longtemps que les anglophones, c'était un groupe homogène au Nouveau-Brunswick, alors que c'est une communauté extrêmement diversifiée. C'est une communauté qui est majoritaire, qui agit parfois comme une communauté majoritaire, mais qu'on a intérêt à inviter à notre table, avec lesquels on a intérêt à entreprendre un échange pour que, évidemment, on a des choses en commun à faire ensemble. Maintenant, à travers tout ça, il faut aussi reconnaître et continuer de dire qu'on a une spécificité propre à nous, qu'on a une culture propre à nous et que pour ça, ça nous prend des outils qui nous ressemblent pour se développer. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes outils, tout le monde, pour participer au développement de notre province, en fait. Vous êtes un homme à tout faire. Vous êtes un homme orchestre, musicien, comédien, gestionnaire culturel, directeur artistique. Est-ce que vous arrivez à tout faire et est-ce que vous arrivez à tout bien faire? C'est une grande question. Je pense que je resterai continuellement insatisfait de ce que je fais, en fait. C'est dans ma nature propre. Je crois que même si je faisais qu'une chose, je serais comme ça, c'est-à-dire cette quête-là qui est plus grande que soi, ce désir d'exceller dans quelque chose, puis d'accéder à quelque chose qui est plus grand que soi, puis auquel on rêve, mais auquel on n'accède jamais. C'est peut-être ça le propre du rêve, en fait. Puis dans mon métier, c'est un peu la même chose, en fait. Je sors, après avoir réalisé un projet,
j'ai parfois plus de satisfaction que moi, mais jamais j'arrive à être comblé par une activité que j'ai eue. Et puis, bon, c'est vrai que c'est le lot de... C'est comme ça que ma vie a été... En fait, c'est comme ça que ma carrière s'est déroulée ou que ma vie professionnelle s'est déroulée. J'ai cette gourmandise-là qui, parfois me rendait mal à l'aise à une certaine époque de ma vie parce que j'avais l'impression, effectivement, d'être un touche-à-tout, mais de rien approfondir. Alors qu'aujourd'hui, c'est la somme de ça. Et c'est la rencontre, le choc entre ces différentes activités-là qui font qui je suis, qui font que je m'exprime comme je m'exprime et que je fais ce que je fais. Donc après, peut-être que je ne laisserai pas une œuvre incommensurable derrière moi, mais j'aurai, moi, la satisfaction personnelle d'avoir contribué à l'Acadie, à la francophonie, de la manière la plus utile possible, parce que c'est ce qui m'anime, c'est d'être utile avant tout. René Cormier, merci beaucoup. Merci. La danse. Bien, ça n'a pas marché parce que je viens d'un tout petit milieu, puis qu'à l'époque, on était dans un autre siècle. Il n'y avait pas de cours de danse chez nous. Il fallait faire une distance. Je viens d'une famille nombreuse où on avait déjà beaucoup d'occupations avec ce qu'on faisait. Donc, ça n'a pas été possible. J'en ai fait plus tard, mais en fait, évidemment, pour mon plaisir. Là. Mais pourtant, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de musique chez vous, beaucoup de théâtre même chez vous. Oui, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre, parce que mes parents... en fait, mon père était... un artiste un peu dans l'âme, même si à l'époque, évidemment, on ne faisait pas carrière. C'était quelqu'un qui avait la passion de la musique, la passion du théâtre, la passion de l'Acadie. C'est quelqu'un, et ma mère aussi d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, et je le réalise aujourd'hui avec mon parcours, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué. Il est comédien, metteur en scène, musicien et compositeur. Il est animateur, directeur artistique et gestionnaire culturel. René Cormier touche à tout et fait de tout. Un véritable homme-orchestre. Il est né à Caraquette, au Nouveau-Brunswick, le 7e de 11 enfants. Jeune, il faisait du théâtre, de la musique et du patinage artistique. À l'âge de 17 ans, il part à Montréal étudier la musique. Une dizaine d'années plus tard, il va chercher une formation en théâtre à Paris. En 40 ans de carrière, René Cormier a participé à plus de 120 productions, en théâtre, en musique et en... Mais c'est vrai que c'est toujours, peut-être le trait d'union de tout ça, c'est le fait que je suis impliqué dans le domaine des arts, bon, plus spécifiquement en musique et en théâtre, mais en fait, ce qui me passionne, ce qui me passionne réellement, c'est la rencontre avec les autres, en fait. Et puis c'est vrai que les arts, ça me permet de faire ça à travers toutes les fonctions que j'occupe. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire? Quand j'étais petit, je voulais être danseur. Je crois que profondément, j'ai une âme de danseur, encore aujourd'hui. À l'âge que j'ai, je crois que si j'avais eu l'occasion d'être danseur, je pense que c'est ce qui me passionne. Le mouvement, le corps me passionne beaucoup. Donc, évidemment, en même temps, je suis un passionné de la langue française, j'adore la langue française, et en même temps, c'est un petit peu un paradoxe. Je pense que mon mode d'expression le plus naturel, c'est de bouger, tout simplement. Et pourquoi ça n'a pas marché? En danse. René Cormier aurait pu s'installer à Paris ou à Montréal, mais il a préféré rentrer chez lui, en Acadie. Il vit aujourd'hui à Caraquette avec son conjoint et c'est à Moncton, au Centre culturel Aberdeen, que je le rencontre aujourd'hui. René Cormier, bonjour. Bonjour. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez?
Vous savez pas quoi répondre. Je sais pas quoi, ben, c'est-à-dire que je sais pas quoi répondre. C'est-à-dire que ça dépend des moments où on me pose la question, en fait, parce que comme je travaille sur différents projets, différents types de projets, ben, évidemment, mes réponses peuvent être différentes. Profondément, mes aspirations, en fait, et ma vie, en fait. Et bon, on se questionne toujours tous par rapport à nos origines, par rapport à ce que nos parents nous ont légué. Là, moi, je suis en plein dedans en ce moment, à réaliser, en fait, tout ce que mon père a pu me léguer. Vous avez une sœur qui est arrivée chez vous avec un piano. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça a un peu été un moment charnière, puisque mes parents, qui avaient des âmes assez généreuses, parce que, bon, je suis issu d'une famille de 10 enfants, ma mère a même perdu quelques enfants en plus, donc ça veut dire qu'on était une famille nombreuse. Et mon père, qui est devenu travailleur social à la dernière période de sa vie, était aussi très, très, très soucieux, en fait, du bien-être des gens autour de lui. Donc, il a